Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie extraordinaire du père Dimitri, prince né dans l'illustre famille Galitzine et devenu plus tard l'un des premiers prêtres missionnaires aux États-Unis. Contrairement à la plupart des célèbres convertis russes que nous présentons dans cette série, le père Galitzine a la particularité de n'avoir jamais vécu dans son pays d'origine, mais comme nous allons le voir, c'est en Amérique qu'il va s'illustrer comme l'une des gloires du catholicisme russe. Par ailleurs, nous aurons l'occasion dans le futur de raconter l'histoire de bien d'autres membres de la famille Galitzine, tant cette famille compte de grands convertis au catholicisme. Le prince Dimitri Dmitrievitch Galitzine est né le 22 décembre 1770 à La Haye, aux Provinces-Unies, où son père, le prince Dimitri Alexievitch Galitzine, était l'ambassadeur de l'Empire russe. Sa mère était Adélaïde Amélie von Schmettau, une princesse prussienne et fille du maréchal Samuel von Schmettau. En 1772, l'impératrice Catherine visita la famille de l'ambassadeur Galitzine à La Haye, et en voyant le prince Dimitri, qui était âgé à peine de 2 ans à l'époque, elle décida de le nommer comme futur officier de la garde impériale, en conséquence de quoi le jeune prince sera alors orienté vers une carrière militaire. Dans sa jeunesse, le plus proche ami du prince Dimitri était nul autre que le prince Guillaume Frédéric, fils de Guillaume V d'Orange-Nassau, qui était alors le Stadthuder des Provinces-Unies. Cette amitié d'enfance se poursuivit bien plus tard lorsque le prince Guillaume Frédéric devint le roi des Pays-Bas et duc du Luxembourg sous le nom de Guillaume Ier. Bien que le prince Dimitri soit né dans la religion russe, ses parents étaient loin d'être pieux. Au contraire, l'atmosphère philosophique et spirituelle au sein du foyer Galitzine était plutôt celle du rationalisme et du mépris pour les dogmes religieux, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient orthodoxes. En effet, le père de Dimitri, avant sa nomination dans les Provinces-Unies, avait été ambassadeur russe à Paris, et c'est à cette époque que l'ambassadeur s'était lié d'amitié avec les philosophes des Lumières et de la franc-maçonnerie. Ainsi, durant toute son enfance et durant une partie de son adolescence, la famille du prince Dimitri était très liée avec plusieurs grandes figures littéraires de cette époque, et plus particulièrement Voltaire et Diderot. La mère du prince Dimitri, la princesse Amélie, avait été élevée dans la piété du catholicisme, mais dès l'âge de 9 ans, elle perdit progressivement la foi à cause de l'influence d'un mauvais précepteur. Son mariage avec l'ambassadeur ne fit que la conforter dans son rejet de la foi chrétienne. Cet environnement familial a fait que le jeune prince Dimitri fut presque totalement étranger à toute influence religieuse jusqu'à l'âge de ses 14 ans. Dans ses mémoires, le prince Dimitri, alors devenu prêtre, se rappela de cette période. Je cite : « J'ai vécu 15 ans dans un pays catholique sous un gouvernement catholique au sein duquel les pouvoirs spirituels et temporels étaient réunis dans une même personne. Pendant ce temps, je ne fus pas un membre de l'Église catholique. L'intimité qui existait entre notre famille et un certain philosophe français avait produit chez nous un mépris pour la religion révélée. » Fin de citation. Cependant, une suite d'événements providentiels vont changer le cours de la vie du jeune prince et le mener petit à petit vers la conversion au catholicisme. Vers 1773, sa mère, la princesse Amélie, est frappée par une maladie grave. Durant sa guérison, celle-ci fait alors la promesse d'étudier sérieusement la doctrine catholique. Fidèle à cette promesse, 3 ans plus tard, la princesse Amélie reçoit sa première communion et renoue définitivement avec la foi de son enfance. Elle passe alors ses journées à prier et à méditer amèrement sur les erreurs de sa vie passée. L'un de ses plus grands regrets était bien sûr d'avoir trop longtemps négligé l'éducation religieuse de son fils Dimitri. Ses regrets et ses inquiétudes de mère se retrouvent dans la correspondance entre la princesse Amélie et son fils. Dans une lettre qu'elle lui adresse pour son 14e anniversaire, on peut lire les choses suivantes. « En ce jour, je suis à la fois empli de joie et de terreur. En me réveillant ce matin, ma première pensée fut une pensée de joie et de gratitude envers Dieu, car il t'a donné à moi et m'a permis peut-être de faire naître un grand homme. Mais aujourd'hui, je me dis à moi-même, 14 ans ont passé, Seigneur, et Dimitri est encore sans volonté, sans énergie, soumis à l'influence d'autres personnes. Cette douloureuse pensée en amena une autre, un doute terrible. Est-ce que cet enfant que j'ai porté en mon cœur sera un jour agréable à Dieu et béni pour l'éternité ? Ou bien continuera-t-il à courir vers la perdition en dépit de mes supplications, de mes avertissements et de mes prières ? Cher Dimitri, dans cette espérance, cher enfant, je me jette aux pieds de notre Créateur et je crie du fond de mon être, ayez pitié de lui et ayez pitié de moi. » Fin de citation.
La supplique émouvante de sa mère eut un impact extrêmement puissant sur Dimitri. À partir de ce moment-là, il décida d'imiter sa mère et d'étudier lui aussi la religion. Le père Dimitri rapporte ainsi dans ses mémoires les étapes de sa conversion. Je cite : « Très rapidement, je ressentis la nécessité d'étudier à fond les différents systèmes religieux afin de déterminer lequel était le vrai. Bien que j'étais né membre de l'Église grecque, et bien que tous les hommes de ma connaissance étaient soit orthodoxes, soit protestants, j'étais résolu à n'embrasser que la religion qui, après une enquête impartiale, m'apparaîtrait comme étant la vraie religion de Jésus-Christ. Et mon choix se porta sur l'Église catholique. » Fin de citation. La conversion du prince Dimitri est donc aussi magnifique que providentielle. Étant donné son éducation, son milieu et ses fréquentations, il pouvait sembler a priori improbable qu'un si jeune homme se convertisse au catholicisme avec l'ardeur et la destinée qu'on va lui connaître. C'est donc à l'âge de 17 ans que le prince Dimitri fut formellement reçu dans l'Église catholique, une nouvelle qui mécontenta beaucoup son père. En effet, l'ambassadeur avait prévu pour son fils une grande carrière militaire et diplomatique. Or, comme nous l'avons vu dans des épisodes précédents, le fait pour un Russe de se convertir au catholicisme était passible de lourdes sanctions économiques, sociales et financières. Dans un premier temps, l'ambassadeur Galitzine voulut envoyer Dimitri au régiment de la garde impériale à Saint-Pétersbourg, dans l'espoir de le détourner de sa vocation catholique. Toutefois, c'est finalement en Europe occidentale que le jeune Dimitri sera envoyé. En 1792, alors que la Révolution française fait rage, Dimitri devient l'aide de camp du général autrichien von Lilien. Néanmoins, l'assassinat du roi de Suède, Gustave III, ainsi que la mort soudaine de l'empereur Léopold, força la Prusse et l'Autriche à interdire la présence de tout étranger dans leurs armées. Dimitri ayant été démis de ses fonctions, ses parents décidèrent de l'envoyer poursuivre ses études aux États-Unis. Une décision dont il ne mesurait pas les heureuses conséquences. Dimitri partit donc de Rotterdam le 18 août 1792 et arriva à Baltimore, en Maryland, le 28 octobre de la même année, accompagné de son tuteur, le père Brosius, qui devient plus tard lui-même un grand missionnaire catholique aux États-Unis. Arrivé en Amérique, le prince Dimitri, afin d'éviter les problèmes qu'aurait pu lui attirer sa qualité de prince russe et la célébrité de son nom, il se fit connaître officiellement sous le nom d'Augustin Schmettau et plus tard sous le nom d'Augustin Smith. Ce pseudonyme était évidemment un hommage à sa mère. Lors de son entrée dans l'Église catholique, Dimitri avait déjà choisi le nom d'Augustin, en référence à sa mère qui était née et s'était mariée un 28 août, c'est-à-dire le jour de la fête du célèbre évêque d'Hippone. En arrivant aux États-Unis, Dimitri réalisa à quel point cette nouvelle nation était encore très étrangère à la foi catholique. Très vite, avec la bénédiction de Monseigneur Carroll, le premier évêque de Baltimore, Dimitri prit la deuxième plus importante décision de sa vie, devenir prêtre. Il entra alors le 5 novembre 1792 au séminaire sulpicien qui venait tout juste d'être fondé à Baltimore. Cette décision stupéfia et horrifia son père, l'ambassadeur Galitzine, lequel, désespéré, alla jusqu'à demander à l'impératrice Catherine de lui adresser personnellement l'ordre de se rendre à Saint-Pétersbourg pour intégrer la garde impériale. Naturellement, ces requêtes impériales n'eurent aucun effet sur la décision ferme du jeune séminariste. Et c'est ainsi que Dimitri fut ordonné prêtre le 18 mars 1795 par Monseigneur Carroll lui-même. Il devint ainsi le tout premier prêtre catholique à avoir fait toutes ses études théologiques aux États-Unis, et il devint également le second prêtre catholique à y avoir été ordonné. Par humilité autant que par souci de discrétion, le père Dimitri décida de conserver l'usage du nom de sa mère dans son apostolat, et il fut donc ainsi connu sous le nom de père Augustin Smith. Alors qu'il désirait dans un premier temps demeurer au sein de la congrégation des Sulpiciens et de s'y consacrer à l'étude et la contemplation, le père Dimitri comprit rapidement qu'il devait quitter l'ordre pour répondre aux exigences de sa nouvelle mission. En effet, en 1796, Monseigneur Carroll reçut un message d'une certaine Madame Burgoon, membre de la colonie McGuire en Pennsylvanie. Cette dame était mourante, et désirant se convertir au catholicisme avant de mourir, elle demandait à l'archevêque de Baltimore qu'il lui envoyât un prêtre.
Et c'est ainsi que Monseigneur Carroll confia cette tâche urgente au père Dimitri, qui découvrit alors la région très montagneuse et très forestière des Alleghenies, laquelle deviendra en fait sa terre de mission pendant toute sa vie. Et c'est ainsi qu'en 1799, dans les montagnes Alleghenies, le père Dimitri établit la colonie de Loreto, laquelle est devenue une ville qui compte aujourd'hui environ 1300 habitants. Loreto était en fait la continuité de la colonie Maguire, laquelle avait été établie en 1788 par le capitaine Michael Maguire. Ce dernier, mort en 1793, avait légué 160 hectares de terrain à Monseigneur Carroll afin d'y fonder une communauté catholique disposant d'un clergé résident. Le petit village de Loreto devint de cette manière la première ville catholique de langue anglaise en dehors de la côte est des États-Unis. Là, le père Dimitri consacra la paroisse à Saint-Michel-Archange, aussi bien en l'honneur de l'origine russe des Galitzines qu'en mémoire du capitaine Maguire. Cette église est aujourd'hui devenue la basilique Saint-Michel-Archange. En 1802, le père Dimitri devint officiellement un citoyen des États-Unis. L'établissement de Loreto fut loin d'être facile. Dans ses débuts, il n'y avait là que quelques familles catholiques, éparpillées dans un vaste périmètre et très éloignées les unes des autres. Le père Dimitri dépensa également beaucoup d'argent pour acheter davantage de terres afin d'attirer davantage de familles. Ses biographes estiment qu'il dépensa près de 150 000 $ pour acheter près de 80 km² de terrain qu'il donnait ou vendait ensuite à des prix dérisoires aux nouveaux colons catholiques qui arrivaient dans le secteur. De plus, son travail de missionnaire dans cette région était extrêmement difficile, d'autant plus qu'il y travaillait tout seul, sans autre prêtre pour l'assister. En effet, les montagnes Alleghenies, à cette époque, étaient un vaste territoire sauvage et largement inexploré, peuplé avant tout de bêtes sauvages. Malgré cet environnement hostile, le père Dimitri parcourait continuellement et sans relâche ces forêts dangereuses pour aller dire une messe ou pour entendre une confession. Pendant ce temps, d'autres épreuves allaient accabler le brave père Dimitri. En effet, en 1806, la mort de sa mère, la princesse Amélie, l'affectèrent durement, comme il le rapporte dans une lettre à Monseigneur Carroll. Je cite : « Je peux mieux ressentir que décrire mon état mélancolique et maussade, surtout depuis la mort de ma mère. Ma situation solitaire dans les espaces sauvages des Alleghenies, les souffrances et les persécutions que je subis ici, tout ceci conspire pour me noyer dans la peine et dans la tristesse. Pour l'amour de Dieu, Monseigneur, envoyez-moi un compagnon, un prêtre, afin de m'aider et de m'assister, un ami qui m'aidera à supporter ce fardeau. » Fin de citation. De plus, une autre épreuve allait éprouver l'apostolat du père Dimitri. Il s'agissait cette fois-ci d'une épreuve financière. Pendant de nombreuses années, le père Dimitri recevait de l'argent de la part de sa mère, en attendant de recevoir son héritage, lequel représentait une somme considérable étant donné la fortune de la famille Galitzine. Toutefois, comme nous l'avons déjà vu dans de précédentes émissions, la loi russe interdisait à ses sujets convertis au catholicisme, et tout spécialement aux prêtres, tout droit de propriété et tout droit d'héritage. Fort heureusement, un arrangement avait été trouvé grâce à la sœur du père Dimitri, c'est-à-dire la princesse Maria Anna, laquelle avait accepté de recevoir l'héritage de son frère et de le lui faire parvenir. Cependant, la jeune princesse Maria Anna s'était mariée à un prince allemand endetté et une grande partie de l'héritage de l'ambassadeur fut ainsi engloutie. Ceci n'empêcha pas la princesse de faire parvenir à son frère autant d'argent qu'elle pouvait le lui envoyer. De plus, le roi Guillaume Ier n'avait pas oublié son ami d'enfance. Il acheta plusieurs biens de la famille Galitzine en s'assurant que les bénéfices de ces ventes aillent bien au père Dimitri. Malheureusement, là encore, le père Dimitri ne reçut qu'une faible partie de cet argent. En effet, le père Dimitri était isolé dans ces montagnes en Amérique, et refusant de quitter sa paroisse, il était contraint de laisser le traitement de ses affaires à des représentants qui, pour la plupart d'entre eux, n'étaient pas très fiables. Toutefois, le père Dimitri comptait beaucoup d'autres amis pour l'aider à financer sa communauté catholique. En effet, Monseigneur Carroll lui apporta souvent son aide financière, ainsi que le cardinal Capellari, qui devint plus tard le pape Grégoire XVI. De plus, l'ambassadeur russe aux États-Unis lui prêta lui-même la somme considérable de 5 000 $. Et une fois la somme remise,
l'ambassadeur alluma un cigare en brûlant la reconnaissance de dette, signifiant ainsi qu'il n'attendait pas que le père Dimitri lui rembourse quoi que ce soit. Le père Dimitri n'était pas seulement un missionnaire intrépide, il était également un orateur et un apologiste de très haut rang. Malgré ses nombreuses missions, il trouvait le temps de publier plusieurs essais en défense du catholicisme. Naturellement, dans le contexte américain, il s'agissait notamment de répondre aux attaques des pasteurs protestants. C'est ainsi que le père Dimitri publia en 1815 une défense des principes catholiques qui fut rééditée plusieurs fois. Il publia également une lettre sur l'Écriture sainte ainsi qu'un appel aux protestants. Et ces écrits connurent beaucoup de succès, à tel point qu'ils furent traduits en français, en allemand, en italien et furent largement diffusés non seulement en Amérique mais aussi en Europe. Dans les dernières années de sa vie, le père Dimitri avait conservé tout son zèle et toute sa bonne humeur. Le père Lemke, qui fut son successeur à Loreto, raconte ainsi leur première rencontre. Je cite : « Alors que nous avions marché plusieurs milles à travers les bois, j'aperçus un traîneau tiré par 2 vigoureux chevaux, et dans le traîneau, un passager à moitié couché. Je me dis alors que quelque accident était arrivé à ce monsieur, le contraignant à ce singulier moyen de transport. Je lui demandai alors : « Êtes-vous donc le pasteur de Loreto ? » ?»« Je le suis, monsieur, prince Galitzine à votre service, » répondit-il dans un rire chaleureux. « Vous êtes probablement surpris par mon équipage, mais que voulez-vous ? Vous vous êtes certainement aperçu que dans ces contrées, vous ne trouverez pas de véritable route. Vous ne pourriez pas voyager plus de 10 pas sans risquer de faire un carambolage. Je ne suis plus capable de voyager à dos de cheval depuis une chute que j'ai faite, et il me serait impossible de cheminer à pied. De plus, je transporte tout le matériel nécessaire pour la célébration de la messe. Je suis en route pour une mission où le Saint-Sacrifice doit se tenir aujourd'hui. Allez donc à Loreto et faites comme chez vous, à moins bien sûr que vous ne souhaitiez m'accompagner. » Un autre témoignage élogieux se trouve dans les mémoires de Monseigneur Kenrick, évêque coadjuteur de Philadelphie. Je cite : « Loreto, dans le comté de Cambria, est la résidence du célèbre missionnaire, le prince Galitzine. Ce lieu est aujourd'hui très peuplé. Cela fait plus de 30 ans que cet homme vénérable a choisi les sommets des Alleghenies comme lieu de sa retraite, ou plutôt comme centre de sa mission. De là, il partait de temps à autre porter les suffrages de la religion aux catholiques éparpillés sur un immense territoire sur lequel 5 prêtres sont maintenant établis. Lors de son arrivée dans le comté de Cambria, le nombre de fidèles était dérisoire. Sa persévérance, en dépit de toutes les difficultés qu'il put affronter, fut couronnée par des bénédictions célestes. Les montagnes sont devenues fertiles et les forêts sont devenues florissantes. Beaucoup de protestants ont suivi son exemple, renonçant aux erreurs des sectes dans lesquelles ils grandirent, et les catholiques arrivèrent de tous les côtés afin d'aider eux-mêmes à l'apostolat d'un prêtre dont la vie pure et humble les incite à l'observation des vertus évangéliques. » Fin de citation. Et après 40 années d'un apostolat exemplaire dans un environnement extrêmement dur, affecté par une double hernie qu'il traînait depuis sa chute à cheval, le père Dimitri Galitzine mourut le 6 mai 1840 après avoir exécuté lui-même toutes les cérémonies de la Semaine Sainte. Lors de son arrivée dans le comté de Cambria, le père Dimitri n'avait trouvé qu'une douzaine de catholiques. À sa mort, et grâce à son zèle infatigable, ils étaient désormais plus de 10 000 âmes. En 1899, le richissime industriel catholique Charles Schwab, fondateur des aciers de Bethléem, fit construire sur la tombe du père Dimitri l'imposante basilique Saint-Michel-Archange ainsi qu'une statue de bronze en l'honneur du missionnaire russe, fondateur de la ville de Loreto. Dans le comté de Cambria, non loin de Loreto, se trouve également la ville de Galitzine, nommée bien sûr en l'honneur du célèbre père Dimitri. Notons enfin que l'une des cousines du père Dimitri, la princesse Élisabeth Galitzine, se convertira elle aussi au catholicisme et entra en religion en fondant la Société du Sacré-Cœur de Jésus. Mais ceci est une histoire que nous raconterons dans un prochain épisode de l'histoire du catholicisme en Russie. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission, que Dieu vous garde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de cette série.